De voleuse, ça se voit sur ton nez, ça juive, ça l'escroc dans la tête. Suicide-toi et la France ira mieux, fais plaisir au peuple. Hygiène refaite et toujours moche. Tu vois les 13 que t'as envoyés en garde à vue, ils vont vite sortir. Voici le genre de message reçu par Magali Berda, figure médiatique et controversée du milieu de l'influence, lors de la vague de haine dont elle a été la cible en 2022. Ces messages sont extrêmement violents. Pourtant, celles et ceux qui ont écrit ces menaces en ligne sont loin d'être des psychopathes. Ce sont même des monsieur et madame tout le monde, comme le décriront les médias au procès qui a eu lieu l'année dernière. À la barre ont défilé des hommes et des femmes avec une grande diversité d'âge et de professions. Restaurateurs, employés de banque, agents d'entretien, chômeurs. Pareil cette année au procès de Thomas Joly, directeur artistique des JO. Les accusés sont des gens tout à fait banals, selon les avocats de la défense. Pourtant, ces mêmes gens, échauffés par une cérémonie d'ouverture qui n'était pas à leur goût, n'ont pas hésité à proférer des menaces de mort et des injures homophobes et antisémites d'une violence inouïe. Même constat encore cet été au procès qui opposait Brigitte Macron à 10 des personnes responsables de son cyberharcèlement, né d'une rumeur transphobe concernant son identité. Parmi les accusés, des citoyens lambda, des hommes et des femmes de tous les âges, de toutes les régions et de toutes les professions. Voilà qui va à l'encontre d'une idée largement répandue selon laquelle les haters correspondent à un profil psychologique précis. Tout le monde a un peu sa petite idée sur qui est capable d'écrire des horreurs pareilles en ligne, mais on soupçonne quand même souvent les jeunes, isolés socialement et perçus comme influençables. Faut dire que les premières affaires de cyberharcèlement ont principalement condamné ce type de profil. Maintenant que les procès pour harcèlement en ligne se multiplient, il semblerait que la réalité soit plus complexe. Des gens tout à fait ordinaires, qui ont une petite vie tranquille, qui sont intégrés socialement, sont capables, une fois en ligne, de proférer des menaces et des insultes d'une violence et d'une créativité déconcertante. Qui sont ces gens? Comment expliquer leur comportement en ligne? Comme le montrent certains procès récents, l'anonymat n'explique pas toujours leurs gestes. Une partie des cyberharceleurs n'hésite pas à proférer des injures sous leur véritable identité. Si ce n'est pas l'anonymat, qu'est-ce qui pousse les gens à se lâcher autant lorsqu'ils sont en ligne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous savez ce que j'ai fait en ce beau mois de septembre? Un truc que je n'avais encore jamais fait de ma vie. J'ai quitté ma banque. Ça faisait 15 ans que j'étais à la même banque et il m'a fallu que quelques minutes pour me décider à partir. Et qu'est-ce qui m'a décidé? Eh bien, le partenaire de cette vidéo, Gringot. Gringot a pour mission de réorienter l'investissement vers la transition écologique et énergétique. Avant Gringot, j'étais dans une banque traditionnelle qui investissait largement dans l'industrie fossile, entre autres. Ce qui veut dire que mon épargne, ma fortune, était utilisée par cette banque pour financer les géants du pétrole. Pas seulement les géants du pétrole d'ailleurs, beaucoup d'autres trucs avec lesquels j'étais pas du tout d'accord. Gringot a fait un autre choix, celui d'investir exclusivement dans des fonds éthiques et bas carbone, comme les transports et les bâtiments durables. Depuis sa création, c'est 60 millions d'euros que Gringot a investi dans la transition écologique. Gringot, c'est aussi très pratique. C'est 0% de frais à l'étranger en illimité, tout en gardant un IBAN français. Pour ouvrir un compte chez Gringot, c'est hyper simple, je l'ai fait en quelques minutes directement depuis l'appli. Là, c'est mon compte perso, mais vous pouvez aussi ouvrir un compte commun sur Gringot ou même votre compte professionnel si vous êtes micro-entrepreneur. Gringot a lancé son offre premium avec une couverture renforcée en cas de vol, de fraude, d'achat en ligne, etc. Et surtout, l'offre premium donne accès à beaucoup d'avantages, notamment des réductions immédiates sur vos billets de train SNCF et l'accès au salon Grand Voyageur des gares SNCF, des réductions sur vos courses chez Biocop ou La Fourche et des réductions à la Fnac. Si vous voulez en savoir plus sur les investissements de Gringot et les avantages de la carte premium, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Avec le code Sabine, les 3 premiers mois sont gratuits. Merci encore à Gringot de sponsoriser cette vidéo. C'est devenu un classique sur YouTube. Se confronter IRL à ses haters. Polska, Yomi Denzel, Kev Adams, McFly et Carlito et bien sûr Squeezie avec son célèbre tribunal des bannis. Tous et toutes se sont déjà essayés à l'exercice. L'ambiance est détendue, on est dans le registre du clash bon enfant qui ne blesse personne. T'as fait 2 films sur les maisons de retraite, j'espère que pour le 3e ça sera ta retraite que t'annonceras. Ok. Bien. Parce que la carrière pas ouf. À en croire ces vidéos, les haters c'est ça finalement. C'est quand des jeunes personnes trollent des personnalités sur internet pour faire marrer les autres. Et les premiers procès pour cyberharcèlement aussi ont contribué à donner une vision partielle de ce type de personnes. À l'un des premiers procès pour cyberharcèlement, un des accusés avait justement plaidé l'humour en guise de ligne de défense. Ce procès, c'est celui de la journaliste Nadia Dam, victime en 2017 d'une vague de haine suite à une de ses chroniques à la radio. L'accusé a prétexté vouloir faire marrer les internautes avec le commentaire qui lui valait d'être sur le banc des accusés. Il avait pourtant proféré une menace de mort sur internet on ne peut plus explicite à l'encontre de la journaliste. Il faut la tuer, cette sale féministe de merde.
Une blague qui n'a pas manqué de faire rire le tribunal. Devant la justice, l'accusé estime que les flics ne comprennent pas leur humour et que quand on est jeune, on rigole un peu de choses méchantes. L'enquête a montré que le harcèlement en ligne de Nadia Dam était majoritairement le fait de personnes jeunes, notamment parce qu'il avait été encouragé par le forum 1825 de jeuxvideo.com. Ce fameux forum 1825 est impliqué dans d'autres affaires de cyberharcèlement, en particulier celui de Marion Seclin à peu près à la même période. Au procès de Nadia Dam, seuls 2 hommes, âgés de 20 et 35 ans, ont pu être identifiés. Les 2 ont proféré des insultes et des menaces de mort et de viol particulièrement hardcore. À l'époque, le Nouvel Obs décrit le plus jeune des accusés comme sans attache, au chômage et influençable. Plus récemment, au procès qui opposait la streameuse Ultia à ses cyberharceleurs, on retrouve à peu près le même profil. L'un des accusés s'expliquera ainsi. J'étais jeune et influençable, j'avais banalisé la haine. Je me suis fait influencer par les streamers qui lui envoyaient de la haine. Dans les articles qui couvrent le procès, les journalistes décrivent un décalage générationnel dans la salle et des magistrats un peu à la ramasse sur le vocabulaire propre à Twitch. Quant à l'accusé le plus âgé, son avocat dira de lui qu'il est, surprise, isolé socialement et qu'il n'a qu'Internet comme passe-temps. On pourra en conclure que les gens qui postent des messages de haine sur Internet, c'est 2 catégories de personnes. Soit c'est des jeunes qui font ça sur le ton de l'humour, sans penser sincèrement à ce qu'ils écrivent. Ça, c'est les gens qu'on va retrouver dans les vidéos YouTube, qu'on peut charrier dans la bonne ambiance. Parfois, ces jeunes font une blague de trop et se retrouvent poursuivis en justice. Soit c'est aussi des jeunes, mais plus dark. Ils sont influençables, ils se sentent seuls et agissent depuis des espaces de discussion réputés pour être virulents. Dans les 2 cas, ils se donnent l'excuse de la jeunesse pour expliquer leurs propos. Pourtant, tous les haters ne peuvent pas se cacher derrière cette excuse. Bonjour, enchantée, Marie de Brouwer, humoriste qui se fait cyberharceler par des vieilles personnes sur les réseaux sociaux pour te raconter un petit peu des chroniques sur l'actualité et que je reposte ensuite en partie sur les réseaux sociaux. Et il m'est arrivé de prendre des vagues de cyberharcèlement par vraiment des gens de 60 ans et plus, vraiment des seniors qui se permettent vraiment de m'insulter, mais ils m'insultent de mal baiser, ils me disent d'aller me faire enculer, enfin des verbes et des mots hyper crus, hyper vulgos. Et franchement, tu t'appelles Michel Dezelleux, tu mets ta petite photo de céramique sur Instagram et tu te dis va te faire enculer alors que t'as tes petits-enfants qui vont venir dimanche manger le poulet à la baraque. Je me dis waouh. Ça va peut-être vous surprendre, mais le témoignage de Marie est loin d'être un cas à part. En 2021, une enseignante de Sciences Po Grenoble est la cible d'une vague de haine suite à une polémique autour de l'usage du mot islamophobie dans un séminaire universitaire. Parmi les accusés, beaucoup de retraités, dont certains approchant les 80 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers ne se font pas prier pour formuler des menaces de mort sur Internet, comme le relate Mediapart. Je vous conseille d'ailleurs vivement de lire l'article qui a pris soin de bien retranscrire ce qui s'est dit au procès. Horrible nana, le caillou rasé, pauvre tâche, un jour viendra où tu devras te repentir. Profère ainsi Annick, 73 ans, sur Facebook. Alain, du même âge, renchérit via un autre commentaire. Pas facile celui-là. Qu'elle crève, le cul bourré de chiffon rouge et la gueule ouverte. Au procès, il se défendra d'avoir proféré une menace de mort. Je n'ai pas dit « je vais la crever », j'ai dit « qu'elle crève », comme si elle tombait et que je la laissais par terre sans la ramasser. C'est intéressant de voir que la défense des accusés de ce procès est bien différente des accusés plus jeunes comparus dans d'autres procès. Plusieurs accusés plaident par exemple l'oubli, comme cette femme de 72 ans qui dira à la barre « y a rien à faire, je n'ai aucun souvenir de cette histoire ». D'autres déclarent maîtriser qu'approximativement Facebook et de ne pas savoir que les commentaires étaient publics. On aurait du mal à imaginer ce genre de défense chez les accusés de 20 ans. Les vieux ne sauraient pas utiliser les réseaux et les jeunes seraient influençables. Pourtant, les septuagénaires à l'origine du cyberharcèlement de l'enseignante de Sciences Po, eux aussi ont agi sous le coup de l'influence. À l'époque, la polémique avait été reprise par Marianne et BFM TV, et c'est Pascal Praud qui a révélé le nom de l'enseignante. Mais il faut croire que dans ce genre de procès, mieux vaut adapter une ligne de défense selon les préjugés qu'on associe à sa tranche d'âge. Dans le procès du cyberharcèlement de Thomas Joly, un accusé de 76 ans avance une autre théorie pour expliquer les commentaires antisémites et menaces de mort qu'il a publiés sur internet. J'ai fait comme tout le monde, je fais comme les vieux, je critique tout le monde. Vous savez, les vieux, ils s'ennuient, il faut les occuper. Il n'en était d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisque son compte X avait déjà été suspendu plusieurs fois pour des propos racistes et homophobes. Au procès qu'il oppose au directeur artistique, il témoigne d'une nonchalance, un brin fataliste. Je serai probablement mort d'ici 5 ans, donc condamnez-moi si vous voulez. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les haters sur internet peuvent être absolument
tout le monde. Et même si les hommes sont plus nombreux parmi les prévenus, les femmes ne sont pas en reste quand il s'agit de proférer des insultes sexistes en ligne, y compris les personnes âgées qu'on ne soupçonnerait pas d'avoir une telle activité en ligne. En fait, la moyenne d'âge des accusés dépend surtout du contexte dans lequel se déroule le cyberharcèlement. Je me suis attaquée à leur idole Gérard Depardieu et à Fanny Ardant, qui est une personnalité publique qui a soutenu Depardieu. Et du coup, bah moi je fais des blagues, genre mon métier c'est de faire des blagues, je fais des blagues là-dessus. Je me dis dans l'oreillette que Fanny Ardant vient d'arriver à la barre pour défendre son ami Gérard. On passe en direct depuis le tribunal correctionnel de Paris. Oui, Gérard est mon ami. Et il y a une réaction hyper vive de personnes, parce que c'est leur génération en fait que j'attaque à travers ma chronique, quoi. Gérard Depardieu ou Fanny Ardant ou d'autres, c'est des personnalités avec lesquelles ils ont grandi, ils ont le même âge, quoi, ils ont le même âge que ces personnalités-là. Dans le procès d'Ultia, on parle du cyberharcèlement d'une streameuse sur Twitch après un élément déclencheur qui a eu lieu sur Twitch et qui a été amplifié par d'autres streamers, eux aussi sur Twitch. Avant le procès, aucun média n'avait vraiment relayé l'affaire, si bien que le cyberharcèlement fonctionnait quasi en circuit fermé sur les réseaux. Pas étonnant que la moyenne d'âge des accusés soit plutôt basse. Idem pour les messages de haine reçus sur des plateformes comme Snapchat, qui restent majoritairement utilisés par les moins de 30 ans. A l'inverse, dans les procès de Thomas Joly, de Brigitte Macron, de l'enseignante et même de Magali Berda, il y a eu à chaque fois une étape durant laquelle l'affaire a été relayée sur d'autres canaux, notamment la télévision. Ça a sûrement contribué à diversifier les harceleurs. Par ailleurs, les messages et commentaires venaient principalement du réseau X et de Facebook, réputés pour avoir une plus grande diversité d'âge. Thomas Joly ou Brigitte Macron sont aussi des personnalités publiques qui dépassent largement la sphère purement internet. Le cercle des personnes susceptibles d'être intéressées par l'affaire est bien plus vaste. Ce qui est sûr, c'est que mis à part quelques têtes brûlées, peu importe leur âge, les accusés sont globalement mal à l'aise de réentendre en salle d'audience ce qu'ils ont bien pu dire sur internet. Beaucoup minimisent leurs propos ou estiment qu'ils ne pensaient pas vraiment ce qu'ils ont pourtant bien écrit. Comment ça se fait que des gens apparemment tout à fait ordinaires soient capables de dire de telles horreurs sur internet sans pour autant les assumer a posteriori? Sur internet, à cause de l'anonymat, les gens peuvent mal se comporter parce que c'est souvent sans conséquence. Comme Squeezie, vous êtes peut-être convaincu que si les gens sont aussi à l'aise sur internet, c'est parce qu'ils se sentent protégés par l'anonymat. J'ai posé la question en story sur Insta et vous étiez 59% à penser ça. Alors, c'est vrai que l'anonymat ou le pseudonymat, donc le fait d'avoir un pseudo, peut être désinhibant. Pour identifier les personnes à l'origine des publications, il faut faire une demande auprès des plateformes qui ne coopèrent pas toujours avec de la bonne volonté. Ce n'est pas un anonymat total puisqu'il peut être levé, mais comme il y a une procédure à suivre qui ne fonctionne pas toujours, les gens se sentent quand même à l'abri. Peut-être surtout que les gens qui commentent sous pseudonyme ignorent que la justice peut demander à révéler leur identité sur les réseaux. Mais l'anonymat n'explique pas le geste de Dominique, 56 ans, qui a publié sur Facebook avec son nom complet et à la vue de tous ses proches. Ouvrez les guillemets. Il faut la tondre, cette collabo de merde. En parlant de l'enseignante de Sciences Po. Pire encore, il n'est pas rare de voir des gens laisser de sales commentaires directement depuis le compte officiel de leur business. Et puis un jour tu postes une vidéo où tu te sens jolie pour les 4 ans de mariage avec ton mec, que tu te fais belle, et là, boum, ils ressortent leur tête et lâchent un commentaire. Alors je dis il, mais quand c'est pour critiquer le corps d'une femme, c'est souvent elle. Non seulement c'est gratuit, et en plus c'est mal orthographié. Vraiment c'est une attaque low cost là. Et puis comme on m'appelle Hercule Poirot dans le milieu, j'ai voulu me renseigner sur cette dame. Et là, quelle ne fut pas ma surprise? Ce n'est absolument pas un troll, c'est pas un faux compte. C'est une femme avec un vrai compte professionnel de sa marque de bijoux. En 3 secondes, j'ai trouvé son prénom, son nom et là où elle vit. Agnès, je te vois. C'est aussi ce que remarque le chercheur Olivier Hartscheid dans un podcast de France Culture. Et aujourd'hui, là, une grande partie des gens qui assument et qui profèrent des discours de haine, y compris excessivement violents, sont des gens qui n'hésitent pas à le faire sous leur vraie identité ou sous une identité qui est à peine masquée et qui est très facilement décelable. Donc cette idée que plus on est anonyme et plus on serait entraîné à proférer des discours de haine, c'est une idée qui statistiquement, sociologiquement et historiquement est fausse. Visiblement, il y a quelque chose qui se passe sur internet qui fait que les gens se lâchent beaucoup plus que dans la vie physique, et c'est pas l'anonymat. Alors c'est quoi ? Pas mal de mes collègues sur internet font un constat à peu près similaire. C'est pas tant l'anonymat qui explique la virulence de certains propos, mais c'est plutôt la distance que les internautes perçoivent avec les personnalités d'internet. Les créateurs et créatrices sont perçus avant tout comme du contenu sur internet qu'on consomme et contre lequel on peut rager sans retenue.
C'est aussi plus simple d'être vindicatif quand on ne voit pas la réaction de l'autre. Plusieurs collègues racontent que l'attitude du hater change radicalement dès l'instant où ils ou elles prennent le temps de leur répondre. Ça s'excuse, ça bafouille. Est-ce que c'est le fait de découvrir qu'il s'adresse à un véritable être humain qui rend les haters aimables? C'est déjà le constat qu'avait fait Rokhaya Diallo dans son documentaire consacré à la haine en ligne sorti en 2015. Dans le documentaire, la journaliste avait filmé sa propre plainte pour injures publiques et menaces de viol en ligne à son encontre. Elle avait également interviewé différentes personnalités victimes de cyberharcèlement et beaucoup témoignaient du même sentiment. Les personnes qui avaient publié des insultes ou menaces de mort étaient mal à l'aise de devoir faire face à celui ou celle qu'elles avaient insulté. Peut-être surtout que les haters sont surpris de découvrir que leur commentaire peut être lu par les principaux intéressés. Il y en a qui se pensent apparemment invisibles sur internet, peu importe qu'ils commentent sous un pseudo ou avec leur véritable identité. Et c'est vrai que dans les affaires de cyberharcèlement, l'effet de foule peut donner cette impression. Selon les avocats de Magali Berda, c'est plus de 100 000 messages de haine qu'elle aurait reçus. Le dossier remis au procès d'Ultia comportait 700 pages alors qu'il ne concernait qu'une période de 6 mois. Les accusés témoignent souvent avoir eu conscience de ne pas être la seule personne à proférer des insultes. Ils et elles se sont sûrement laissés entraîner en imaginant que leur message passerait inaperçu. Beaucoup ont aussi le sentiment de ne pas faire de mal puisque leur compte a très peu d'abonnés et leur audience est donc minime. Ces gens pensent à tort que s'il y avait des poursuites juridiques, on irait d'abord chercher les gros comptes, les plus visibles, ceux qui alimentent et nourrissent le cyberharcèlement à grande échelle, ou bien les acharnés, ceux qui vont envoyer des dizaines de messages aux victimes. En réalité, dans le cas du harcèlement de masse, on est considéré comme cyberharceleur même si on n'a envoyé qu'un seul message. À vrai dire, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce que dit la loi en termes de harcèlement en ligne et des poursuites qu'ils encourent en postant ce genre de trucs. Sûrement qu'ils n'y pensent même pas. Ils font juste comme tout le monde. Faut dire que ces fameux citoyens lambda qu'on retrouve à tous les procès de cyberharcèlement sont loin d'être de grands criminels. La grande majorité ont des casiers juridiques vierges et ces procès sont souvent leur première expérience avec la justice. Même après le procès, certains restent persuadés de ne pas avoir fait quelque chose de mal et sont surtout bien emmerdés de se retrouver dans une telle situation pour un commentaire Facebook. Je regrette bien sûr. Si j'avais su que ça allait me ramener des ennuis comme ça, dira ainsi un des prévenus au procès de l'enseignante de Sciences Po. Une partie des accusés estime n'avoir fait que de la satire ou de la provocation, surtout dans le cas des procès impliquant des personnes publiques. Tout le monde ne connaît pas la différence juridique entre de l'ironie, une insulte ou une menace. C'était le cas au cours du procès de Brigitte Macron. Certains prévenus estimaient que la première dame devait être habituée à recevoir des critiques comme la leur. Même certains articles de journaux ont l'air un peu dubitatifs quant aux proportions juridiques que prennent ces affaires de cyberharcèlement. Toujours dans le procès de Brigitte Macron, le Nouvel Obs se montrait plutôt compatissant avec le groupe de prévenus. Ces personnes ont connu le choc d'une convocation à la police et d'une garde à vue pour la première fois de leur vie. Un peu plus loin, l'article s'interroge sur l'échantillon sélectionné. Sur les réseaux sociaux, les comptes qui ricanent sur le genre et la sexualité de Brigitte Macron se ramassent à l'appel. Étonnamment, la BRDP a aussi ciblé des comptes très modestes, à peine suivis par quelques dizaines d'abonnés, en fonction de critères pas toujours très lisibles pour les avocats de la défense. Là-dessus, l'article touche effectivement à un point sensible. Si des milliers de personnes ont envoyé des messages de haine aux victimes, comment se retrouve-t-on avec seulement une poignée d'accusés à la barre? Eh bien parce qu'il est humainement et juridiquement impossible de gérer une telle masse d'informations. Dans les procès, on ne lit même pas l'ensemble des messages de haine reçus tellement ça représente un nombre considérable. Être une des seules personnes poursuivies en justice sur des milliers de responsables, c'est vrai que c'est pas de chance. Mais en même temps, tu l'as quand même bien écrit cette menace de mort, non ? Le sentiment d'impunité qui pousse les gens à commenter des horreurs, il vient de là finalement. Certes, il y a de plus en plus de procès pour cyberharcèlement, donc les gens commencent à avoir conscience que, en théorie, dire des dingueries sur internet peut être répréhensible. Dans les faits, s'il y a seulement 10 prévenus sur des milliers de commentaires de haine, les probabilités sont plutôt en leur faveur. Dans ces affaires, il y a quand même des milliers de gens qui ont proféré des insultes ou des menaces de viol ou de mort, mais qui n'ont subi aucune conséquence. Peut-être même que ces petits chanceux ont eu le luxe d'oublier qu'ils ont commenté ce genre de trucs. J'imagine qu'il va falloir encore du temps et des moyens juridiques pour que les internautes se sentent véritablement responsables des propos tenus en ligne. Ces affaires de cyberharcèlement peuvent donner l'impression qu'il s'est passé quelque chose et soudain, les gens, chacun dans leur coin, se sont mis à envoyer des messages de haine. Que ces personnes sur le banc des accusés ne se sont pas concertées pour envoyer des insultes et des menaces. Si on regarde de plus près, il y a quand même souvent un catalyseur, quelqu'un qui incite à la haine, même si c'est pas toujours un appel au harcèlement explicite. Reste à savoir si certaines vagues de haine sont montées de toutes pièces et coordonnées pour intimider les personnes visées. C'est en tout cas ce que dénoncent certaines d'entre elles, notamment Marion Seclin, qui déjà en 2015 alertait sur le caractère organisé des insultes dont elle était la cible. C'est sûr que le cyberharcèlement est une méthode d'intimidation qui continue de faire ses preuves. Les médias dénoncent
dénonce de plus en plus le fait que le cyberharcèlement soit dans certains cas des raids numériques orchestrés de manière intentionnelle. Ils sont motivés soit par des intérêts économiques, soit par des intérêts politiques ou idéologiques. À vrai dire, ce genre d'affaires pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ces affaires de cyberharcèlement coordonné ou pas ont un tel pouvoir de nuisance, c'est surtout parce qu'on manque de moyens pour s'en défendre. Chez les victimes, ce genre de procédure judiciaire laisse un goût amer. Il y a pour certaines un soulagement d'être connues en tant que victime, d'autres s'agacent de ne voir que quelques personnes sur le banc des accusés. Ou bien elles ressortent des procès lessivés d'avoir dû se confronter à des personnes qui ne regrettent qu'à moitié leurs propos. En réalité, très peu de victimes portent plainte. Au vu de la quantité de messages et de commentaires reçus, condenser ça dans un dossier deviendrait vite un job à plein temps. On pourrait par exemple exiger des plateformes qu'elles soient responsables des propos tenus en ligne pour les forcer à prendre des mesures. Une piste qu'évoque Rokhaya Diallo dans son documentaire par exemple. On pourrait aussi renforcer les procédures de signalement ou la modération en ligne. Mais renforcer la modération pose aussi des problèmes de liberté d'expression et d'information. C'est d'ailleurs un sujet que j'avais déjà abordé dans une précédente vidéo. En tout cas, on voulait savoir qui se permettait d'écrire des horreurs sur internet et je crois qu'on a la réponse. En fait, un peu tout le monde. Le profil des haters dépend surtout du sujet, de la plateforme et du profil de la personne attaquée. Plus le sujet est grand public, plus les haters vont avoir des profils variés. Il y a une question qui reste quand même en suspens et à laquelle vous aviez peut-être envie d'avoir une réponse. C'est le profil politique des haters. Là-dessus, c'est compliqué de répondre avec les éléments qu'on a. Les enquêtes liées aux affaires de cyberharcèlement ne se penchent pas toujours sur ce point-là. Donc on peut que faire des suppositions sur les opinions politiques des accusés. Dans les exemples que j'ai cités ici, c'est vrai que c'est principalement des vagues de haine réactionnaires à des sujets tels que le féminisme, la transidentité ou la lutte contre l'islamophobie. Mais ça veut pas forcément dire que tous les haters sont des réacs. D'ailleurs, des personnalités de droite ont aussi porté plainte pour des cas de cyberharcèlement en masse. Peut-être que certains profils politiques sont plus virulents et plus organisés dans les messages de haine qu'ils envoient. Mais je ne peux pas trancher sur la question, en tout cas pas dans cette vidéo. Peut-être que ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Et du coup, pourquoi les gens se lâchent autant en ligne alors qu'ils sont des citoyens exemplaires le reste du temps? C'est pas tout à fait à cause de l'anonymat, mais c'est quand même parce qu'ils pensent ne pas être vus. Les haters se pensent cachés par la foule, par la distance numérique et par le fait qu'ils n'ont pas une grande audience. Mais en réalité, si les gens disent des dingueries sur internet, c'est pour une raison plus profonde. C'est surtout parce qu'ils restent convaincus qu'ils ne font rien de mal. La plupart confondent critiques et injures, provocations et menaces de mort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez envie que je creuse certains points, ce serait avec plaisir, le sujet est passionnant et infini. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.